Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous recommander des livres selon vos envies. Vous avez certainement vu ce concept tourner un petit peu partout sur Booktube, sur les chaînes anglophones, sur les chaînes francophones. Je l'ai vu chez Jeannot ce livre et chez les Chroniques du Hérisson. J'adore ce concept. Du coup, je vous ai proposé de faire la même chose. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous aviez envie de lire. Ça peut être une envie la plus générale possible à l'envie la plus détaillée qui soit. Et vous avez été très nombreux et nombreuses à m'envoyer tout un tas de requêtes. Merci beaucoup pour votre participation. Et moi aujourd'hui, je viens pour vous recommander des lectures selon ce que vous m'avez demandé. Je m'excuse d'avance auprès de celles et ceux d'entre vous auxquels je ne vais pas répondre parce que malheureusement, j'ai quand même pas lu assez dans ma vie encore pour pouvoir recommander des livres spécifiques selon ce que tout le monde m'a demandé, parce qu'il y avait quand même beaucoup de requêtes. Il y a des trucs pour lesquels j'avais pas du tout d'idée, des trucs sur lesquels je ne m'y connais pas du tout, des choses qui ne sont pas de mon domaine. Donc malheureusement, il y a des petits encarts que j'ai laissés de côté, mais sinon j'ai fait de mon mieux pour répondre à autant de requêtes que possible. Et je me demande déjà combien de fois j'ai dit le mot requête alors que ça fait littéralement 2 minutes que cette vidéo a commencé. D'ailleurs, on va y aller sans plus tarder parce qu'elle va être extrêmement longue puisqu'il y a beaucoup de livres dont je vais vous parler. J'espère que cette vidéo sera quand même un minimum intéressante parce que, évidemment, je vais vous ressortir des livres dont j'ai déjà parlé par le passé, mais peut-être que vous ne saviez pas que ça rentre dans telle ou telle vibe, dans telle ou telle catégorie, qu'il y a tel ou tel type de personnage. Bref, j'espère que vous y trouverez votre compte. Et on commence avec une ambiance très automnale, parfaite pour la spooky season du moment, puisque vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander un livre fantastique avec des fantômes, un mystère gothique, une ambiance brumeuse comme Rebecca, une histoire de maison hantée, quelque chose de spooky comme la maison hantée de Shirley Jackson, une perle horrifique méconnue, et je me suis permis de faire un petit melting pot de tout ça parce qu'il y a un titre qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu toutes ces demandes, c'est L'Indésirable de Sarah Waters. C'est une histoire de fantômes et donc de maison hantée dans laquelle on va suivre un jeune médecin qui traite toute une famille d'aristocrates un petit peu désargentés. Il me semble que ça se passe en Angleterre juste après la guerre. On est en pleine campagne, dans une immense demeure qui tombe en ruine parce que cette famille n'a même plus les moyens financiers de l'entretenir. Et la maison est hantée as fuck. Et en fait, il se passe des choses extrêmement bizarres. Je me souviens, ça fait 5 ans que j'ai lu ce livre, mais je me souviens qu'il m'avait fait peur. Et c'est vraiment une ambiance parfaite pour la saison, qui coche toutes les cases et qui est assez méconnue encore, je trouve. Sarah Waters est connue pour ses romans historiques, un peu saphiques, mais L'Indésirable, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma, c'est vraiment une pépite de la littérature gothique, horrifique, des histoires de maisons hantées et de fantômes. J'avais adoré ce livre. Vous m'avez ensuite demandé une lecture doudou dans laquelle on se plonge rapidement, un livre réconfortant, pas trop connu, sans romance niaise, une lecture qui rebooste, un livre qui fait du bien. Et là pareil, j'ai encore combiné tout ça pour vous proposer 2 lectures. La première, c'est Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. C'est un petit roman contemporain qui se passe dans les années 80, je pense. Je sais plus exactement. Encore une fois, ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais on suit le quotidien de 2 femmes qui tiennent un café dans le sud des États-Unis. Je pense que l'histoire se situe en Alabama. On suit la vie de ces 2 femmes et de toutes les personnes qui les entourent, leurs amis, leurs voisins. C'est un livre qui est très solaire, qui fait du bien, que moi j'avais beaucoup aimé. Et plus récemment, j'ai lu Avril enchanté d'Elisabeth von Arnim. Et encore une fois, on va suivre des femmes qui partent en vacances ensemble sur la côte amalfitaine, il me semble, en Italie. Là, je crois que ça se passe pendant les années 20. Elles ne se connaissent pas. Elles partent ensemble pour réduire un petit peu les frais de location de leur belle villa qu'elles louent au printemps. Et au début, elles peuvent pas se blairer. Et puis finalement, puisqu'elles sont forcées de cohabiter ensemble, peut-être qu'une amitié va se dessiner. En tout cas, c'est un roman qui sent bon le printemps.
qui est léger, qui fait voyager, qui fait rire aussi parce que la plume d'Elisabeth von Arnim est vraiment drôle, je trouve, dans ce roman. Voilà, 2 petites lectures feel good qui font du bien. Un personnage gris foncé qu'on a envie de voir s'en sortir. Je sais que c'est un personnage un petit peu controversé, on l'aime ou on la déteste. Personnellement, je suis tombée amoureuse d'elle et c'est totalement un personnage gris foncé. Pour ma part, j'avais très envie qu'elle s'en sorte. Je vous parle bien sûr de Rachel, de ma cousine Rachel. Rachel, c'est ce personnage hyper ambivalent dont on ignore si elle a assassiné ou pas son époux, le cousin du narrateur de ma cousine Rachel. Pendant toute la longueur du roman, on vacille entre est-elle coupable, n'est-elle pas coupable, est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on la déteste. En fait, Rachel, c'est une femme lambda qui vit un peu sa vie, enfin qui essaye en tout cas, puisque à l'époque c'était pas forcément facile. Personnellement, c'est un de mes personnages préférés de la littérature, et vous savez que ma cousine Rachel, c'est un de mes livres préférés. Je suis obsédée par cette femme. Un livre qui fait vraiment peur. C'est un livre que j'ai lu, il me semble, il y a pile 1 an, en octobre ou en novembre de l'année dernière, La Maison Hantée de Shirley Jackson. Je n'ai même pas regardé la série qui a adapté le livre parce que je pense que je vais avoir trop peur. Je peux pas voir ça, ça me terrifie. Par contre, je sais que la série a pris des libertés et qu'on s'est pas mal éloigné du texte de base. Mais La Maison Hantée de Shirley Jackson, c'est un roman d'horreur qui casse un petit peu les codes du genre, surtout que ça a été écrit dans les années 60 par une femme, donc. Et on est sur de l'horreur à la fois psychologique et en même temps de l'horreur vraiment pure et dure, avec encore une fois une histoire de fantôme, une histoire de maison hantée, et il y a notamment 2 scènes. Alors faut savoir que moi après je suis une flippette, mais il y a 2 scènes dans La Maison Hantée qui m'ont terrifiée, et en plus, par le plus grand des hasards, j'ai lu ces 2 scènes toute seule, dans mon lit, à 2 h du mat, dans le noir. Voilà, c'était affreux. Ensuite, vous m'avez demandé des frissons, mais sans vraiment faire peur. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande évidemment Rebecca de Daphné du Maurier, dans lequel on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui emménage encore une fois dans un manoir loin de tout, et qui est peut-être ou peut-être pas hantée. On ne sait pas. En tout cas, cette jeune femme voit des choses, entend des choses. Est-ce qu'elle perd la tête? Est-ce que la maison est vraiment hantée? Je vous laisse le découvrir. Petit frisson garanti, mais c'est pas un roman horrifique. En revanche, c'est un roman gothique, ça c'est sûr. Un roman qui ressemble à Zéphyr Alabama. Je vous recommande 1000 fois Nuit d'été de Dan Simmons. Ça se passe aussi dans les années 60, comme Zéphyr Alabama. On va aussi suivre un groupe de jeunes amis, des jeunes garçons qui ont, je pense, entre 12 et 13 ans. Comme dans Zéphyr Alabama, ils vivent un petit peu leur vie, là c'est les vacances d'été, ils sont tout le temps à vélo, à explorer la ville, à s'inventer des histoires, à se mettre dans la merde. Et comme dans Zéphyr Alabama aussi, il y a un mystère surnaturel, fantastique, des vibes totalement horrifiques. C'est vraiment le genre d'histoire que j'adore, et il y a une grande similitude d'ambiance, je trouve, dans les 2 romans. Donc si tu as aimé Zéphyr Alabama, je pense que tu vas kiffer aussi Nuit d'été. Même si c'est différent, mon coup de cœur va à Zéphyr Alabama, mais j'avais aussi adoré Nuit d'été de Dan Simmons. Un roman de SFFF qui est encore méconnu. J'ai vraiment envie de vous recommander, et encore une fois j'en ai déjà parlé, American Noir de Omar El Akkad. Omar El Akkad, c'est un écrivain qui était journaliste, reporter de guerre, il me semble, et donc il sait de quoi il parle. Et dans American Noir, il a inventé, il a imaginé une Amérique dans un futur proche qui aurait encore une fois fait, dont certains États auraient fait sécession. Et on retourne dans une guerre civile entre Nord et Sud. Et Omar El Akkad nous raconte la guerre dans tout ce que ça a de plus cru, dans tout ce que ça a de plus cruel, dans tout ce que ça a de plus affreux. Et il nous raconte les dommages collatéraux que ça a, notamment sur les civils, forcément. Et on se concentre sur la famille et sur une jeune fille en particulier qui va être complètement détruite par la guerre, et c'était vraiment une claque monumentale. Je pense que c'est vraiment à lire, surtout,
On est en guerre de tout temps, j'ai l'impression. Partout dans le monde, il y a toujours une guerre. Ce roman m'avait mis une claque, vraiment. Et je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Et j'espère vraiment que le deuxième roman de Omar El Akkad, qui s'appelle What Strange Paradise, va être traduit. Dans celui-ci, il parle d'immigration, de tous ces migrants qui traversent la mer pour trouver refuge ailleurs et qui en meurent. Et bref, il écrit des romans très engagés. American Noir, c'est de la SF, mais ça pourrait, c'est la réalité quelque part, et c'est incroyable. Un roman qui donne un sens à la vie ou qui change la vision qu'on a du monde. Peut-être pas qui donne un sens à la vie ou qui change la vision qu'on a du monde dans le style développement personnel, épiphanie incroyable, mais si, comme moi, vous avez l'angoisse un petit peu existentielle, et ben 4-3-2-1 de Paul Auster, c'est assez cathartique à lire. Déjà, je l'ai adoré, bien sûr, et quand je l'ai lu, je me suis dit « Waouh, en fait, peu importe ce que tu feras dans ta vie, peu importe les chemins que tu prendras, les décisions que tu prendras, il n'y a pas d'erreur, en fait. Il n'y a pas d'erreur, il ne faut pas avoir de regrets. Toute vie vaut la peine d'être vécue, et toute vie est belle à sa manière, et dans chaque vie, il y aura des galères et des drames sans nom qu'on vivra tous et tous. Et dans chacune de nos vies, il y aura aussi des bonheurs incroyables. Et je dis ça, je parle de multiples vies parce que Paul Auster dans 4-3-2-1 explore presque le multivers, puisque on suit un personnage qui naît dans telle famille, à tel endroit, et ensuite on explore 4 trajectoires de vie totalement différentes en fonction des études qu'il va faire, des gens qu'il va rencontrer, des endroits qu'il va visiter. Et voilà, et on s'aperçoit que, waouh, moi je m'étais dit, il n'y a pas une vie que je préfère. Toutes ces vies, elles sont intéressantes, elles sont remplies, elles sont pleines d'amour, elles sont pleines de drame, elles sont pleines de tout ce qui fait la vie. Et quoi qu'il se passe, ben, on peut toujours essayer d'en créer le meilleur. Voilà. Une réécriture de contes d'Arc, un livre que je viens de terminer, c'était notre lecture du book club du mois de septembre. Méduse de Martine Desjardins. Ça se lit vraiment comme un conte, c'est très court, c'est très dark, il y a une vibe Dark Academia au début, très roman gothique. Ensuite on passe sur du grotesque qui a été comparé à du Marquis de Sade, que personnellement je n'ai pas lu, mais de ce que j'en ai entendu, je vois tout à fait pourquoi on pourrait faire le rapprochement. Et puis ouais, c'est un conte très noir, très glauque. Je vous en reparlerai dans un point lecture, mais alors là on est totalement dans l'ambiance. Un livre dérangeant pour rester un petit peu dans le thème, et là je vous parle de Notre part de nuit de Mariana Enriquez, une énorme pavasse qui explore une famille qui fait partie d'une secte, une famille prête à tout pour mettre la main sur son petit-fils. Et cet enfant, il est protégé par son père, protégé coûte que coûte. La mère a disparu. On est dans l'Argentine des années 80 et on suit voilà, la fuite de cet homme avec son fils pour que cet enfant ne soit pas récupéré par cette famille qui fait des choses atroces. C'est très noir, c'est très dérangeant, c'est très long, mais c'est très intéressant dans les thèmes que ça explore, et j'avais adoré l'ambiance de ce livre, vraiment. Et pareil, là on est dans du fantastique qui tire sur l'horreur. Vraiment, je reproche le rythme qui est assez inégal dans Notre part de nuit, mais sinon, l'histoire, les personnages et l'ambiance, les thèmes abordés, j'ai trouvé ça grave intéressant. Du Dark Academia avec un trope Rivals to Lovers. Vita Nostra. Vita Nostra, c'est totalement Dark Academia, puisqu'on suit une jeune fille qui va intégrer un institut très étrange, on comprend rien de ce qu'elle fait là-bas. Et il y a un petit Rivals to Lovers, puisqu'elle rencontre un gars, ils peuvent pas se piffrer au début, et ensuite, leur relation évolue. Voilà, je n'en dirai pas plus, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, et vraiment je vous la recommande chaudement. De la fantaisie avec une ambiance Ghibli. Je vous conseille Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, puisque c'est très contemplatif, c'est de la science-fiction positive comme d'hab avec Becky Chambers, et il y a vraiment cette
ambiance Ghibli dans le sens où c'est très contemplatif. La nature est belle, la nature est foisonnante. Ça parle de thé. On est un peu, vous savez, sur des trucs très genre slow life, où on se concentre sur les petits plaisirs quotidiens, les petits plaisirs de la nature. Et je trouve que ça, c'est totalement l'essence même des films Ghibli, dans leur esthétique en tout cas. Ça fait 20 minutes que je tourne, mais c'est illégal. De la fantaisie épique avec de la représentation, de la fantaisie avec des persos queer. Je me suis permis de mettre les deux ensemble, parce que je ne sais pas quel type de représentation tu cherches pour la première requête. En tout cas, dans les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, il y a des persos queer, il y a plein de persos, la plupart des personnages ne sont pas blancs. On a des relations qui ne sont pas nécessairement hétéro, cis, et on a même des relations polyamoureuses. Ça aborde tellement de sujets hyper importants, c'est vraiment une pépite. De la SF positive autre que Becky Chambers. J'avoue que je m'y connais pas encore si bien que ça en termes de SF, et encore moins en termes de SF positive, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus proéminent dans le genre. Mais pourquoi pas tenter la BD Dans un rayon de soleil de Tillie Walden, parce que je sais pas si c'est vraiment de la SF positive, mais en tout cas c'est de la SF dans laquelle on va retrouver tout ce qui fait un peu l'essence de Becky Chambers, je trouve, des persos queer, des persos, des histoires d'amour très douces, très respectueuses. Et puis tout ça se passe dans l'espace, c'est très onirique, c'est très poétique. J'avais bien aimé, c'est pas une lecture qui m'avait incroyablement marquée, mais je trouve que il y a quand même vachement de similitudes, et je sais que ça a plu à beaucoup de gens. Donc peut-être que c'est la lecture qu'il te faut. De la fantaisie avec un style poétique. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Vincent Tassi, dont j'ai commencé en début d'année Diamant, que je n'ai toujours pas terminé, parce que bon, la lecture c'est toujours chaotique, mais c'est de la fantaisie, c'est extrêmement poétique, c'est très bien écrit, c'est lyrique, c'est un peu genre évanescent, c'est vraiment, t'as l'impression d'être sur un petit nuage de coton. Je sais pas comment décrire ça, mais c'est vraiment un style hyper particulier, c'est très beau. Un livre pour commencer la SF. Et bien contre toute attente, j'ai envie de proposer un classique qui est vraiment de la SF très légère. Chronique martienne de Ray Bradbury. Chronique martienne, c'est plus un prétexte pour l'auteur pour parler de sujets de société, avec un fond, certes, SF, et encore, quand on lit ça aujourd'hui, c'est très daté, quoi. C'est des choses qui sont plus vraiment d'actualité, je pense. Mais du coup, ça en fait quelque chose de très facile à lire aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est un classique, que ça a déjà quelques années. C'est très bien écrit, c'est très poétique, ça fait réfléchir. Alors, il y a des choses aussi qui sont datées dans les thèmes, genre la place de la femme, faut pas regarder de trop près, mais c'est vraiment une lecture qui m'avait totalement transportée et qui a déclenché ma passion pour Ray Bradbury quand même. C'est pas rien. De la fantaisie classique avec des personnages féminins et une romance FF. Je me suis creusé la tête parce que fantaisie classique et romance non hétéro, c'est encore pas très facile à trouver. En tout cas dans ce que moi j'ai lu, et j'ai pas tant lu que ça, mais je me suis souvenu qu'il y a plusieurs années, j'ai lu L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, qui n'a pas été une lecture genre incroyable pour moi. C'était une lecture où je m'étais dit ouais, c'était sympa, mais j'avais pas grand chose à en dire. En tout cas, c'est de la fantaisie pure et dure, francophone, avec plein de personnages féminins et une romance FF. Je sais que son autre roman, Les illusions de Saveloar, a beaucoup plu, et il me semble qu'on est un peu sur les mêmes dynamiques. Je n'ai pas lu, en tout cas L'héritage des rois passeurs, c'est sûr, il y a tout ça dedans, donc tu peux tester. La meilleure romance queer, une romance pas gnangnan, une histoire d'amour saine. Pareil, j'ai mis tout ça dans la même catégorie pour vous parler de Carole de Patricia Highsmith,
un livre que j'ai lu il y a quelques temps, que j'avais adoré, qui a été magnifiquement bien adapté au cinéma avec Cate Blanchett et Rooney Mara. C'est un très très beau film, c'est un très beau livre dans lequel on suit l'histoire de deux femmes qui se rencontrent. L'une d'entre elles est mariée avec un homme, on est dans les années 50 il me semble. L'une d'entre elles est mariée à un homme et elle a un enfant. L'autre, c'est une femme un petit peu plus jeune qui se cherche encore, qui est dans une relation hétéro aussi, mais qui sent qu'elle n'est pas du tout amoureuse, elle n'est pas du tout en phase avec elle-même. Elles se rencontrent, elles deviennent amies, puis elles deviennent amantes. C'est une histoire d'amour lesbienne qui est vraiment genre d'une simplicité et d'une douceur qui est saine, évidemment, et j'ai adoré. Alors, elles se confrontent forcément à la société, puisque ce sont deux femmes lesbiennes dans les années 50, mais ça fait du bien, ça se finit bien, c'est feel good, on adore. De la SF d'anticipation, mais pas apocalyptique. Je peux te conseiller Semiosis de Sue Burke, dans lequel on suit toute une colonie d'êtres humains qui sont allés s'établir sur une autre planète. Et quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que, en fait, il y a une forme de vie qui est capable de communiquer. Et on va suivre toute leur implantation sur cette planète, sur des générations et des générations. Ça, c'est un truc qui est hyper intéressant, parce que souvent, on se focalise sur des histoires à court terme. Et là, on a vraiment un tableau d'ensemble. C'est de l'anticipation, puisque forcément on est dans le futur. Ce n'est pas apocalyptique, c'était très intéressant. Je me souviens que j'en ai fait une critique dans un update lecture qui était un peu presque un peu mitigée, parce que le bouquin n'avait pas nécessairement répondu à toutes mes attentes, mais aujourd'hui, avec du recul quand j'y repense, eh ben, j'en garde un très bon souvenir de lecture. Un page-turner one-shot pour sortir d'une panne de lecture. Alors pour moi, un page-turner, il faut que ce soit une histoire entraînante, peut-être un peu mystérieuse pour qu'on ait envie de tourner les pages. Il faut que ce soit un roman pas trop long pour que ce soit pas trop décourageant. Et il faut que ce soit écrit dans un style tellement simple que j'ai l'impression que je débranche mon cerveau et que je fais pas d'effort de lecture. Tout ça, pour moi, c'est Dark Matter de Blake Crouch. C'est pas le livre le mieux écrit de la Terre. Moi, c'est un truc que j'aime pas. C'est écrit au présent et à la première personne. Ça a vraiment le mérite de se lire extrêmement facilement. L'histoire est assez entraînante puisqu'on suit un mec kidnappé du jour au lendemain. C'est un scientifique. Il se fait kidnapper et quand il se réveille parce qu'il a été endormi, il se rend compte que sa vie, c'est plus du tout sa vie. Sa femme, c'est plus sa femme. Son enfant, il n'a jamais existé. Que se passe-t-il? Et franchement, ça se lit en une journée. Un livre pour découvrir l'univers Dark Academia ou un cozy autumnal Dark Academia. Je ne sais pas si c'est très cosy, mais j'avais adoré l'ambiance du Maître des Illusions de Donna Tartt que j'ai découvert l'année dernière. C'est vraiment le pilier fondateur du genre, donc je me dis pourquoi ne pas commencer par là. C'est pas nécessairement cosy parce qu'on suit quand même une bande de potes qui ont assassiné l'un des leurs. Ça on le sait depuis le début et toute l'histoire va consister en la découverte du pourquoi, du comment ils ont fait ça. Là où pour moi c'est cosy, c'est que on voit vraiment genre le temps qui s'écoule lentement, les cours, la répétition des journées qui se ressemblent, les saisons qui s'écoulent, la rentrée des classes et puis l'automne, l'hiver arrive, les vacances, on s'ennuie. Ça se passe dans le Vermont, ça commence en automne, enfin juste l'ambiance, t'as tellement envie d'y être. Vraiment c'était une très bonne lecture et pour découvrir le Dark Academia, je pense qu'il n'y a pas mieux. Une lecture parfaite pour Halloween. Si tu veux la lire le jour d'Halloween, il faut que ça se dévore en quelques heures et je trouve que la lecture parfaite c'est Automnal, le comique. Pareil, je l'ai lu l'année dernière, à la lueur de la bougie, un soir, c'est trop bien. Les images, les illustrations sont magnifiques. L'histoire et tout ce qu'il y a de plus halloweenesque, on suit une petite ville bizarre, avec des habitants bizarres, et une femme qui revient vivre dans cette ville avec sa fille.
Elle a grandi ici, mais elle a été chassée très jeune par sa mère. Sa mère est décédée et elle reprend donc possession de la maison de son enfance. Et il se passe des trucs bizarres. Et nous, on va découvrir ce que c'est. C'est plein de magie, de sorcellerie, de folklore. C'est sombre, c'est sinistre, ça fait un peu peur parfois. C'est génial. On reste un peu dans le thème d'Halloween, puisque vous m'avez demandé un livre qui parle de sorcières, mais de façon sombre. J'ai pas de roman nécessairement à conseiller, mais la BD Les Filles de Salem, ça retrace vraiment les premiers procès de sorcellerie qui ont eu lieu dans le Massachusetts. Je crois, hein. Bon, en Nouvelle-Angleterre, au XVIIe siècle. Pour le coup, c'est très sombre. C'est très sombre, hein, ça parle de puritanisme extrême, d'obscurantisme, Bref, tout ce qu'on sait qui s'est passé à l'époque, c'est là-dedans. C'est très sombre. Et ensuite, à l'inverse, vous m'avez demandé un livre qui parle de sorcières, mais plutôt de façon drôle. Et là, évidemment, le cycle des sorcières de Terry Pratchett. Le premier, c'est La 8e fille, c'est le seul que j'ai lu. Mais là, ça parle de sorcières et c'est complètement loufoque, c'est drôle. On suit une jeune fille qui a hérité de pouvoirs magiques par erreur, parce que normalement, la magie n'est détenue que par les hommes. Et il y a sa vieille mémé, Cire du Temps, qui va lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs. J'avais beaucoup aimé, franchement. C'est vrai, je sais pas quoi dire, mais ouais, c'est des sorcières drôles, quoi. J'ai 2 recommandations pour tout ce qui est onirique, étrange et original. Évidemment, Piranèse de Susanna Clarke, qui est un de mes livres préférés et qui est onirique, étrange et original, très différent de tout ce que j'ai pu lire jusque-là, avec un pitch de base qui est hyper intriguant. On suit cet homme, Piranèse, qui vit dans un labyrinthe immense, immense, immense. Il n'y a personne d'autre à part un autre gars qui s'appelle l'autre et qu'il voit de manière assez ponctuelle. Il écrit dans ses journaux, il explore sa demeure qui est sans fin, tellement grande qu'elle est sans fin. Et puis un jour sa vie va basculer. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il faut pas trop en savoir, mais ça se lit en une journée. C'est un bon page-turner aussi, je trouve. C'est excellent. Et alors, très différent, mais tout aussi onirique, étrange et original, juste d'une façon totalement différente, j'ai envie de vous parler de Passing Strange de Helen Klages. Quand le récit commence, on suit une femme âgée qui va bientôt mourir et elle met ses affaires en ordre. Et elle va notamment vendre à un antiquaire un tableau extrêmement rare, fait par un artiste qui était très très réputé à l'époque. Mais voilà, ses créations se sont perdues, il a été oublié, bref. Et nous, on va apprendre l'histoire de ce tableau, de cette illustration. Et ce tableau, c'est 2 femmes qui dansent ensemble. Et en fait, on va apprendre l'histoire de ces 2 femmes et on va retourner dans le San Francisco des années 40, dans un milieu totalement féminin et totalement lesbien. Et c'est une très belle histoire d'amour, d'amitié entre femmes. J'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ah, il y a Pico qui me demande une reco de type Weird Women Writing Weird Books with Elegancy, en référence à la vidéo de Margarito que je vous mettrai là. Et d'ailleurs, elle mentionnait pas mal d'autrices que j'ai déjà lues, et moi aussi j'adore les femmes étranges qui écrivent des livres étranges. Pour ça, j'ai envie de recommander l'œuvre d'Angela Carter, qui est totalement weird, qui écrit des trucs totalement weird. J'ai lu la plupart de ses nouvelles, les plus connues, je pense que c'est son recueil de La Compagnie des Loups, en français il me semble. J'ai lu aussi un de ses romans, La Passion de l'Ève Nouvelle, qui est totalement barré, qui explore les dynamiques de genre, qui explore la sexualité, le patriarcat, la misogynie, la misandrie aussi, enfin c'est tellement bizarre, mais c'est écrit, c'est tellement bien écrit. Ouais, vraiment pour moi, Angela Carter, c'est un peu la queen de ce registre.
Et sinon récemment j'ai lu Morte peau de Natalia Garcia Freire, qui est une autrice équatorienne. Et là encore une fois c'est hyper weird, c'est trop bizarre. Je lisais ce truc, je me disais mais qu'est-ce que je lis? Genre c'est glauque, c'est sordide, c'est morbide, mais qu'est-ce que c'est beau, genre qu'est-ce que c'est élégant, qu'est-ce que c'est bien écrit. C'est trop bizarre, mais j'ai adoré. Enfin j'ai adoré. J'ai adoré la façon dont c'était écrit. Après, l'histoire m'a un peu perdue, je savais pas trop où j'en étais, mais vraiment une plume très intéressante. Un livre qui se passe en Écosse ou au Royaume-Uni, je peux te proposer Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, qui réexplore le mythe de la légende arthurienne via Morgane. Donc ça devient une légende morganienne, et ben là on est dans toutes les îles britanniques, donc niveau setting parfait. D'ailleurs, on se promène pas mal, hein. C'était une très chouette lecture, très intéressante, et une revisite du mythe qui met vachement en avant tous ces personnages féminins qui sont un petit peu laissés pour compte dans la légende originale, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Un classique oublié, oh là là, un de mes classiques et un de mes livres préférés. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais je m'en fous, j'en remets une couche. Le Puits de solitude de Radcliffe Hall, qui est un des grands classiques de la littérature lesbienne britannique. C'est un bouquin qui est sorti à la fin des années 40, qui a fait scandale, qui a été banni, qui a été proscrit. L'autrice a fait l'objet d'un procès, enfin bref, c'était tout un truc. C'est un classique qui est encore plus méconnu en France, en tout cas dans la francophonie, qu'il ne l'est dans le monde anglophone. Mais moi j'ai adoré cette histoire. Si la littérature lesbienne ça vous intéresse, il faut vraiment lire Le Puits de solitude si ce n'est pas déjà fait. Un livre qui a pour objet central une maison, et j'adore qu'on me pose cette question parce que c'est un truc que j'adore, quand l'objet central d'un livre, même d'un film, c'est une maison. J'ai une obsession pour les maisons, vraiment j'adore. Et bien sûr là je vais vous parler de la Maison des Feuilles, cette maison étrange qui change, qui bouge et qui peu à peu engloutit ses habitants. On suit une famille qui vient d'emménager dans une toute nouvelle maison. Au début tout va bien, tout se passe bien, rien à signaler, jusqu'au jour où ils découvrent qu'un couloir est apparu, un couloir genre abyssal. Ils savent même pas jusqu'où ça va, où ils s'arrêtent. Il y a un grondement bizarre qui retentit dans ce couloir et ça n'a pas de sens parce que la maison elle n'a pas changé de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a cette chose. Et on va l'explorer. Et un de mes livres préférés de tous les temps, qui ne fait pas l'unanimité, qui peut être dur à lire. Il faut vraiment y aller en mode détente, on se prend pas la tête, on se met pas une deadline pour le terminer, on apprécie, et il faut se laisser engloutir, tout simplement. Et enfin, un livre sur les livres. Alors c'est peut-être pas la recommandation à laquelle on s'attendrait le plus, dans le sens où c'est pas un livre qui se passe dans une bibliothèque, par exemple, on n'est pas entouré par des centaines et des centaines de livres, mais un Q84, c'est un livre sur un livre, et un livre qui déclenche absolument toutes les péripéties que vont vivre nos personnages, puisqu'on suit deux personnes, Aomame et Tengo. Je sais pas si je peux dire ça, c'est du spoil. Tengo, c'est un professeur de mathématiques qui est aussi très doué en littérature et qui est correcteur, il me semble, pour une maison d'édition, en plus d'être prof de maths. On suit Aomame, qui est une femme extrêmement badass, et leur vie bascule le jour où Tengo doit réécrire un livre très étrange qui parle d'un petit peuple très étrange. Et je n'en dis pas plus. Un Q84, c'est genre un de mes livres préférés, enfin la saga. Tout part d'un livre, donc ça passe. Et voilà, je vais m'arrêter là pour les recommandations parce que ça fait 50 minutes que je parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je suis désolée si j'ai pas pu répondre à votre requête faute d'idées. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. J'espère que vous y aurez trouvé une ou plusieurs idées de lecture. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. N'hésitez pas aussi s'il y a un livre qu'il vous tiendrait à cœur de recommander pour une de ces requêtes, quelque chose peut-être d'un petit peu
méconnu. Les commentaires sont ouverts. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles lectures et prenez soin de vous. Bye!